l'hyperhydratation intracellulaire. Elle résulte d'un bilan hydrique positif, bien sûr, puisqu'on a une hyperhydratation. Avec une surcharge isolée en eau. La surcharge, elle va porter principalement sur l'eau. Il y aura une rétention plus importante d'eau qu'une rétention de sodium. D'accord? Donc je vais retenir plus d'eau que de sodium. C'est ça qui me donne une hyperhydratation intracellulaire. Donc, cette rétention d'eau qui est plus importante que la rétention de sodium, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une hyponatrémie ou une hypoosmolarité plasmatique. Donc, l'hypoosmolarité plasmatique, qu'est-ce qu'elle induit? Une fuite de l'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, et donc j'aurai une hyperhydratation intracellulaire. Donc, l'hyponatrémie, elle nous informe sur ou une hypo, ça veut dire une hyperhydratation intracellulaire. Très bien. Transfert d'eau vers les cellules. L'excès hydrique est normalement éliminé par le rein. Quand j'ai beaucoup d'eau, normalement le rein a la capacité de l'éliminer. Comment il élimine? En inhibant l'arginine vasopressine. Donc j'ai une quantité d'eau très importante, j'inhibe la sécrétion de l'ADH et cette eau va être éliminée isolément. L'ADH a la capacité d'éliminer l'eau isolément, sans un A+. D'accord? Régulation de l'ADH, rénine-angiotensine, aldostérone et FAN. Donc si je veux éliminer l'eau seule, je peux éliminer par l'ADH. Si je veux éliminer l'eau avec du sodium, qu'est-ce que je fais? J'inhibe l'aldostérone et j'active le FAN. D'accord? En inhibant l'aldostérone, je diminue la réabsorption sodée et en activant le FAN, le FAN c'est l'atrial natriurétique factor, le facteur atrial natriurétique. En l'activant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer l'élimination de sodium au niveau du rein. L'élimination du sodium va être accompagnée d'une élimination d'eau. Et donc j'aurai une élimination d'eau au niveau du rein. Ce trouble est rarement isolé. Il est souvent associé à un trouble de l'hydratation extracellulaire. Vous voyez, la majorité, tous les troubles intracellulaires sont souvent accompagnés d'un trouble extracellulaire. Alors, si ça peut être complexe ou la mixte. Si c'est une hyperhydratation, oui, je suis d'accord. Très bien, oui. Que ce soit une déshydratation ou une hyperhydratation. Parce qu'ici, on parle de concentration. D'accord? Parce que je peux avoir une déshydratation extracellulaire avec hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Une déshydratation extracellulaire avec hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Aïe. Mécanisme de l'hyperhydratation intracellulaire. Apport excessif d'eau chez l'insuffisant rénal, perfusion hypotonique. Vous voyez, quand je donne des perfusions hypotoniques où il y a un apport excessif d'eau, un eau qui est hypotonique par rapport à mon plasma, d'accord? L'eau dans le plasma va se retrouver en quantité hypotonique par rapport aux cellules. Donc l'eau va fuir du sang vers les cellules. Il y aura une hyperhydratation intracellulaire. Rétention excessive d'eau sous l'action d'une sécrétion inappropriée d'ADH, le syndrome de Schwarz-Barter, ou SIADH, vu en biochimie. On l'a vu, si on a une sécrétion inappropriée de l'ADH, l'ADH va être absorbée, va être exprimée ou elle va être sécrétée en excès. Elle va être fixée sur ses récepteurs. Sur ces récepteurs, elle va augmenter la réabsorption d'eau isolée, de l'eau libre. Donc l'H2O, il est récupéré. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer une hyperhydratation extracellulaire. Cette hyperhydratation extracellulaire va être accompagnée d'une hyponatrémie. L'hyponatrémie va provoquer une hyperhydratation intracellulaire. Donc je peux avoir une déshydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire, une hyperhydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire. Vous voyez, tout dépend de la cause. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? On continue. Clinique. On a terminé avec la physiopathe. C'est des mouvements d'eau vers l'intérieur de la cellule qui peuvent faire suite à une hyperhydratation extracellulaire ou à une déshydratation extracellulaire. Ce n'est pas important. L'essentiel que j'ai un phénomène qui est responsable d'une hypoosmolarité extracellulaire.
c'est le plus important. Il y a une diminution de la concentration extracellulaire qui induit la migration de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le milieu est plus concentré ici, c'est le milieu intracellulaire. Il y aura une migration vers le milieu intracellulaire, il y aura une hyperhydratation intracellulaire. Des signes digestifs, anorexie, nausée, dégoût de l'eau, la scissiophobie. Bon, la scissiophobie, c'est un refus total de toute la nourriture. Ils l'ont utilisé, le prof l'a utilisé sur son cours. La scissiophobie, on le retrouve surtout dans les troubles psychiatriques. C'est un refus de manger total. Pour l'eau, c'est quoi le contraire? Une personne qui aime boire de l'eau, psychiatriquement. Non. La polydipsie, c'est le fait, soit, la polydipsie elle a deux définitions, soit le fait d'ingérer beaucoup d'eau, ça sans envie, qui met le syndrome polyuropolydipsique chez le diabétique ou la polydipsie, ou là, le fait d'ingérer en excès des substances dangereuses, qui met les personnes alcooliques, on dit qu'elles sont polydipsiques. L'envie ardente de boire de l'eau, c'est la potomanie. D'accord, c'est la potomanie. Vomissement, signe neurologique en rapport avec l'œdème cérébral, céphalée, confusion, délire, torpeur, coma, convulsion, névralgie. La névralgie, c'est la douleur au niveau des nerfs. Hypertension intracrânienne, surtout si hyponatrémie profonde et ou d'installation rapide, responsable d'un œdème cérébral qui peut causer le décès. On va en parler maintenant. La phrase, on ne va pas la laisser comme ça. L'hypertension intracrânienne et l'œdème cérébral. Les règles qu'on a vues ce matin, elles paraissent loin. Vous vous en souvenez? La concentration intracellulaire et la concentration extracellulaire sont équivalentes. Elles sont constantes. D'accord? Elles sont constantes, elles sont équivalentes. Tout désordre va induire des mouvements d'eau pour corriger ce désordre. Maintenant, supposons que j'ai une hyponatrémie. Une hyponatrémie. Déjà, il faut savoir que l'hyponatrémie, on la caractérise. Elle peut être une hyponatrémie aiguë ou une hyponatrémie chronique. L'hyponatrémie aiguë, c'est moins de 48 heures. L'hyponatrémie chronique, c'est à partir de 48 heures. 48 heures et plus. Aiguë chronique. Aiguë chronique. Le risque d'une hyponatrémie aiguë, c'est l'œdème cérébral. C'est quoi l'œdème cérébral? C'est cette diminution de la concentration osmotique au niveau du sang, cette diminution de la natrémie qui va provoquer la migration de l'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. On est d'accord? Première caractéristique, les astrocytes. Ces astrocytes, ils n'ont pas de transporteur d'ions. Ils n'ont pas la structure de transporteur d'ions. Mais ils possèdent des transporteurs d'eau. D'aquaporine. Donc, s'il y a un défaut de concentration, entre la cellule cérébrale et le milieu extracellulaire, je ne peux pas, fléta aigu, je parle fléta aigu, fléta chronique, il peut y avoir d'autres phénomènes qui peuvent faire bouger les ions. C'est une habituation chronique, c'est pas ça le problème. On va parler de l'hyponatrémie chronique. On est maintenant dans l'hyponatrémie aiguë. Les astrocytes, mais les ions, ils l'eau. Donc si j'ai une hyponatrémie ou une hyposmolarité aiguë, qu'est-ce qui va se passer? L'eau peut passer la barrière méningée. Les ions, non. D'accord? Les ions, non. Donc l'eau va passer. Elle va entrer seule au niveau des cellules cérébrales. Les cellules cérébrales vont gonfler. Et en se gonflant, elles vont perdre la fonction d'un côté. Deux, elles vont augmenter la pression intracérébrale. Parce que le tissu cérébral, il est dans une selle, il est dans une boîte, la boîte crânienne, qui est inextensible. Donc la moindre augmentation de volume va induire une souffrance cérébrale. Donc augmentation du volume, souffrance, perte des fonctions cérébrales, et le risque majeur c'est quoi? C'est l'engagement. Vous connaissez ce que c'est qu'un engagement? L'engagement cérébral, c'est la fuite de la matière cérébrale à travers des foramen. Qui est l'engagement occipital.
le cerveau descend à travers le foramen occipital, ou bien sûr, le résultat, c'est la mort. Donc, c'est là la pression. C'est là la pression, je peux avoir un engagement. Soit c'est là la pression bzaf, soit il y a une réduction de la pression qui est rapide. قريتوا la ponction lombaire ou le mazal. Qui la pression en cas d'hydrocéphalie, il ne faut pas réaliser de ponction importante parce que la diminution de la pression peut aussi t'aspirer, elle va aspirer le cerveau, ça sera un engagement. Bref, c'est pas important. L'essentiel c'est que l'œdème cérébral, il provoque une souffrance qui peut provoquer des convulsions, des névralgies, des signes neurologiques, qui peuvent arriver au coma et à la mort, avec risque d'engagement. Si, même les neurones, oui. Le LCR, oui, il peut y avoir un trouble de l'hydratation du liquide céphalorachidien, mais ce n'est pas ça le plus important. L'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, oui, c'est une augmentation de la concentration au niveau du liquide LCR. Oui, il peut y avoir une modification du LCR, mais la modification du LCR va induire une modification du contenu. Ça veut dire qu'il y a des parties du cerveau qui sont directement en communication avec la barrière. Il y a la barrière hémato-cérébrale ou il y a une hémato-méningée. Hémato-méningée, je passe par le LCR. Hémato-cérébrale, des astrocytes, je passe directement dans le cerveau. C'est pas important. Le plus important, c'est que le résultat final, c'est qu'il y a une hyperhydratation intracellulaire des cellules cérébrales, des neurones. Cette souffrance, elle va induire des signes neurologiques qui peuvent arriver jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quoi la cause? C'est l'hyponatrémie, c'est l'hypoosmolarité. Surtout dans son stade aigu. Est-ce qu'on est d'accord? Supposons que j'ai une hypoosmolarité ou une hyponatrémie maintenant qui est chronique. Donc qui dure plus de 48 heures. Il y a moins de risque d'hyperhydratation intracellulaire. Parce que l'installation de l'hyponatrémie, elle est lente. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de chronicité. Cette longueur, c'est quoi le problème avec cette longueur ou cette lenteur? C'est qu'elle permet aux cellules cérébrales de s'adapter à ces variations. Donc, je suis une cellule cérébrale. Je remarque qu'il y a une hyponatrémie et de l'eau qui arrive à l'intérieur de ma cellule. La quantité d'eau va augmenter. Est-ce que vous savez ce que va faire le neurone? Le neurone va changer sa composition en ion pour s'adapter à l'hyponatrémie. Donc, il va diminuer la quantité d'ion, comme chez en aigu, en chronique. D'accord? Donc il va changer sa physiologie. Il va diminuer la quantité d'ion pour attirer moins d'eau. Je ne peux pas supporter cet excès de volume. Je diminue ma quantité d'ion pour m'adapter à la quantité d'ion dans le plasma. Il est isotonique au plasma, donc il va garder un bon volume. Donc il n'y aura plus de migration. C'est quoi le risque? Le risque, c'est dans la correction de l'hyponatrémie. Quand je corrige l'hyponatrémie avec du sérum isotonique, je vais donner du sérum qui est concentré, plus concentré que le plasma, et donc qui est plus concentré que la nouvelle cellule nerveuse. Et donc le risque, c'est quoi? C'est la migration de l'eau des cellules nerveuses vers le plasma. En aigu, le risque, ce n'est pas la déshydratation, le risque, c'est la démyélinisation osmotique. La migration subite de l'eau, elle va faire éclater les astrocytes et leurs gaines de myéline. Il y aura une démyélinisation, ou la démyélinisation qui fait elle est grave, ou elle va donner des signes neurologiques, etc. Donc, dans l'hyponatrémie aiguë, le risque, c'est l'œdème cérébral. C'est quoi l'œdème cérébral? Dans l'hyponatrémie chronique, le risque, il apparaît surtout dans la correction de l'hyponatrémie, parce que la correction inadéquate, elle peut provoquer un syndrome de démyélinisation osmotique qui est aussi très grave. Donc il faut toujours corriger très progressivement les hyponatrémies. La progressivité, elle est importante dans la correction. Ulim, on est d'accord? Très bien. On a su ce que c'était qu'un œdème cérébral, ce que c'est qu'un truc, un choc de démyélinisation osmotique. Autre signe, crampes musculaires. Donc, les crampes musculaires, je vous ai écrit entre parenthèses,
hyponatrémie, NCX, CA2+, 3Na+. Tu peux y mettre ta carte graphique. Hyponatrémie, donc l'hyponatrémie chronique, elle va causer un problème. Quand il y a un transporteur NCX, CA2+, 3Na+, qu'est-ce qu'il fait? Au cours d'une contraction musculaire, il faut qu'il y ait un afflux important du CA2+ à l'intérieur du cytoplasme. Pourquoi? Parce que le CA2+ est utilisé par les cellules musculaires, par les fibres musculaires, le complexe troponine, myosine, d'accord? Donc le CA2+ se fixe au niveau des calciprotéines qui sont nécessaires à la contraction. Ça, ou là. Après contraction, il faut qu'il y ait une récupération du CA2+. Il faut qu'il y ait une récupération du calcium. Le calcium, pour le récupérer, pour le faire sortir de la cellule, il faut utiliser ce canal. Ce canal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer le Na+, et sortir le CA2+. Il décale le Na+, mais il le CA2+. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antiport. Transport perméatif, actif, secondaire, antiport. Il fait entrer le Na+, pour faire sortir le CA2+. Or, moi, je suis en hyponatrémie. Donc, je ne peux pas faire entrer le Na+. Donc, je ne peux pas faire sortir le CA2+. Donc, le CA2+ va rester à l'intérieur de la cellule. Donc, j'aurai des crampes. Il y aura des contractions. C'est pour ça que j'ai des contractions musculaires, des crampes au cours d'une hyponatrémie. Urim. D'accord. Zido. Longue muqueuse humide. On a même des macroglossies. Oui. Tu as la crampe. La crampe musculaire, elle est due à quoi? Elle est due à une contraction continue du muscle. Le muscle se contracte là où il ne faut pas se contracter. Pourquoi? Parce que dans les conditions physiologiques, normalement, j'élimine le calcium après contraction. Or, pour éliminer ce calcium, il faut que j'utilise une pompe. Et la pompe, qu'est-ce qu'elle fait dans les conditions physiologiques? Elle fait entrer le Na+, pour faire sortir le CA2+. Mais elle dit le Na+, je ne peux pas les faire entrer, donc je ne peux pas faire sortir le CA2+. Donc le CA2+ s'accumule à l'intérieur de la cellule et donc il y aura des contractions permanentes. C'est des crampes. C'est quoi une définition de la crampe? C'est une contraction involontaire. Mais à la convulsion, une crampe, c'est une contraction localisée. Tu peux avoir une contraction, elle est localisée, d'accord? Ou elle est plutôt tonique. La crampe towel. D'accord? La convulsion, par définition, ce sont des crises clonico-toniques. Ça peut avoir plusieurs causes, une convulsion. Si. Elle peut avoir plusieurs causes. Même la crampe, elle peut avoir plusieurs causes. D'accord? L'accumulation acide, la déchirure des fibres musculaires, un trouble ionique. L'essentiel, c'est qu'une crampe, c'est une contraction due à l'atteinte musculaire, elle est plutôt périphérique, et qui est souvent soutenue. La convulsion, c'est des crises clonico-toniques, qui peut y avoir une tonicité. Mais ça, elle est due à un trouble nerveux, d'accord? Où elle est plus généralisée. Une convulsion. Quand une personne convulse, elle convulse tout. Voilà, comme elle a dit, dans les étiologies, les convulsions, c'est le trouble neurologique, ou les crampes neurologiques ou neuropathiques, ou les crampes, c'est plutôt musculaire. C'est localisé à la structure intrinsèque du muscle. D'accord? Oui? Bien sûr. Donc, on a compris pourquoi il y a une crampe quand il y a une hyponatrémie. On a défini pourquoi il y avait un œdème cérébral. C'est quoi l'œdème cérébral? Quelles sont ses causes? Et c'était quoi la crise? Comment on appelle ça? Le syndrome de démyélinisation osmotique. Le syndrome de démyélinisation osmotique. Très bien. La CNI, la DURS diminuée, le poids légèrement augmenté. Donc, puisqu'il y a une augmentation du volume intracellulaire, il y aura une augmentation du poids, c'est normal. Barrière hémato-encéphalique, osmorécepteur, astrocyte, aquaporine, transporteur ionique, œdème cérébral, syndrome de démyélinisation. On a parlé de tout ça. D'accord? Vous savez ce que c'est la barrière hémato-encéphalique. Vous savez ce que c'est un osmorécepteur et que les osmorécepteurs ne sont pas séparés par la barrière hématoméningée. Ils sont directement liés avec le sang. Donc ils ne dépendent pas de la concentration du SCR mais dépendent de la concentration sanguine. On avait
préciser la relation entre les astrocytes et les aquaporines, je vous avais dit que les astrocytes possédaient des récepteurs à l'eau, les aquaporines, mais ne possédaient pas des récepteurs d'ions. C'est le mécanisme principal de l'œdème cérébral. On a défini l'œdème cérébral et on a défini le syndrome de démyélinisation. Donc là, le syndrome de démyélinisation, il est dû à quoi? Non. À une correction inadéquate de l'hyponatrémie. Attention, à une correction inadéquate de l'hyponatrémie. Chronique, bravo. À l'âge chronique, il y a des chroniques. Pourquoi chronique? Parce qu'on a donné le temps à la cellule cérébrale de s'adapter en changeant le contenu d'ion. D'accord? Mais vous ne l'aviez pas dit. Allez, on a presque terminé. Courage, courage. Biologie, donc de l'hyperhydratation intracellulaire. Hypoosmolarité, bainov. Hyponatrémie, cette dernière peut être faussement basse, comme vu précédemment. Alors, on sait maintenant ce que c'est une fausse hyponatrémie, une fausse hypernatrémie. Allez-y, bouge. عبري نحن في بلد ديمقراطي. Voilà, très bien. Oui. Protidémie ou lipidémie. Déshydratation intracellulaire. On arrête là.